L'histoire commence en mai 68. Ce n'est pas facile de résumer les événements qui se passèrent à cette époque. Pour simplifier les choses, on pourrait dire qu'il s'agit, dans un premier temps en tout cas, d'une révolte. Révolte des étudiants des universités parisiennes. Révolte contre une société qu'ils jugent trop bourgeoise, trop attachée à ses traditions. Début mai 68 donc, ces jeunes ont organisé des manifestations, tout d'abord pacifistes, mais qui ont vite dégénéré en bataille de rue à coups de pavés contre les forces de l'ordre. Un peu partout sur les murs, on voit fleurir une foule de slogans s'élevant contre l'autorité, le capitalisme ou la société de consommation. Dans les mois et les années qui vont suivre, ces événements vont avoir un impact considérable, tant sur le plan social que sur le plan culturel. On va assister à de nombreux changements, notamment la naissance du féminisme, de l'autogestion, de l'écologie, ainsi que le retour à la nature et à la terre. Beaucoup de jeunes vont tout abandonner pour partir en bande sur les routes, sac au dos et guitare à la main. Beaucoup, dans une quête philosophique, vont prendre le chemin de l'Inde ou du Népal, direction Katmandou. D'autres créeront des communautés rurales dans des coins perdus et tenteront d'y cultiver leur lopin de terre et d'élever quelques chèvres. D'autres essayeront de restaurer des villages en ruine. La plupart de ces initiatives se solderont très vite par des échecs. Seules quelques-unes braveront les années. Parmi celles-ci, on peut citer la restauration du village du Viel-Odon. Nous sommes au début des années 70. Après quelques mois de vie nomade, Gérard Barras, qui était à l'époque un jeune étudiant en architecture, décide de se sédentariser. Et avec Béatrice, sa compagne, il s'installe dans un petit village en ruine aux portes des gorges de l'Ardèche. Bien des années plus tard, Béatrice Barras nous explique comment cette utopie a pu prendre vie et résister à l'usure du temps. On s'est rendu compte qu'il fallait un lieu pour faire quelque chose. On s'est intéressé à un hameau, un petit hameau en ruine, dans les gorges de l'Ardèche. Et là, on a entrepris de le réhabiliter et de recréer une vie là. Personne n'avait envie de faire un truc aussi complètement dingue. C'était un projet tellement fou que personne ne voulait y aller. En plus, il était tellement en ruine que je disais des dizaines et des vingtaines d'années avant que ça puisse fonctionner. Il n'y a pas de route, il y a un sentier de 500 mètres. On a fait vraiment quelque chose d'impossible. Impossible sans argent, mais ça a été là la force du collectif. On a décidé de réhabiliter ce hameau par des chantiers de jeunes. On voyait passer 300 jeunes, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un engouement, en fait. Venir retaper ce hameau dans les gorges de l'Ardèche, sans route, ça leur plaisait, quoi. Du coup, ça avait un succès fou, quoi. C'est comme ça que chaque année, depuis plus de 40 ans, du 1er juillet au 31 août, des jeunes entre 17 et 25 ans se retrouvent dans les gorges de l'Ardèche pour travailler à la reconstruction du hameau du Viel-Odon. Au début, il s'agissait de restaurer le village. Mais très vite, le projet initial s'est transformé. Les organisateurs ont vite compris que ce qui intéressait les participants, c'était surtout de vivre et de travailler ensemble d'une manière autonome. Pour nous, le chantier de jeunes, c'était vraiment son intérêt, il était avant tout pédagogique. Donc c'était vraiment une expérience que vivent les jeunes là, qui leur montre qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien. Donc il y a vraiment un apprentissage de s'organiser. Comment on s'organise? Parce que sur ce hameau, il faut manger, il faut s'amuser, il faut travailler, il faut dormir, voilà. Donc c'est une petite micro-organisation, mais assez importante parce que c'est des chantiers où il y a 100 personnes, facilement on se retrouve avec 100 personnes, voilà, et pas de route. Le fonctionnement du chantier est simple. Tous les matins, les jeunes se rassemblent par petits groupes et se rendent sur leur lieu de travail.
Chacun peut choisir l'un ou l'autre chantier selon ses aspirations et ses capacités. Il y a ceux qui vont s'attaquer à la restauration des chemins, les calades, qui seront pavés de galets préalablement fendus et enfoncés en terre, face rugueuse vers le haut. À côté d'eux, d'autres jeunes vont monter des murets de pierres sèches qui borderont les sentiers ou serviront à retenir les terres des terrasses cultivées. Au début du projet, les murs des maisons étaient construits en moellons. Quand les moellons vinrent à manquer, après concertation, on passa à la technique des murs en terre-paille ou en briques d'argile, façonnés à la main. Pour les arches, les voûtes, les charpentes, on créa un atelier bois. Et ce sont les plus agiles qui s'attelleront à la restauration des toitures. Ce qui est très important dans cet esprit d'autogestion, c'est qu'il n'y a pas de dirigeant possédant tout le savoir. Pour assurer la continuité du projet, depuis toujours, les anciens transmettent leur savoir aux plus jeunes, qui à leur tour le transmettront à d'autres. Nous, on n'a jamais planifié. On a toujours été dans le vernaculaire. Le vernaculaire, c'est regarder les ressources et faire avec. Faire avec les ressources qu'on a là pour les besoins, pour nos besoins. Et nos besoins, finalement, quels sont nos besoins? Réfléchissons à nos besoins, nos vrais besoins. Dans un chantier de cette envergure, il faut penser en priorité à nourrir les travailleurs. Dans cette optique, une parfaite gestion du problème a été mise en place. Des équipes de jardiniers plantent, sèment et récoltent les légumes et les fruits qui vont constituer le menu quotidien. Des cuistots, bénévoles eux aussi, assurent l'intendance de tout le groupe et la fabrication du pain. Et enfin, un chantier laiterie s'occupe du troupeau de chèvres, de la traite et de la fabrication des fromages, qui seront consommés sur place ou vendus dans la boutique du village. Si tous ces chantiers ont lieu pendant les vacances, en période scolaire, le village est beaucoup plus calme. On y organise toute une série d'activités pour adultes ainsi que des classes vertes pour les élèves des écoles primaires et secondaires. Parce qu'il n'y a pas de pommeau, en fait, c'est ça? On ne pouvait pas prendre le pommeau comme ça pour se rincer. Les thèmes les plus fréquemment abordés sont le jardinage, l'observation de la nature et la cuisine. Les ateliers créatifs, le nourrissage et les soins aux animaux de la ferme remportent eux aussi un franc succès. Aujourd'hui, il n'existe plus beaucoup d'endroits où l'on apprend à des jeunes à vivre collectivement en contact avec la nature, à travailler de leurs mains, mais surtout à monter un projet autogéré, autonome. Si ça existe, c'est parce que des gens ont porté les choses. C'est pas l'argent qui a fait ce lieu, c'est les gens. Il y a plein de choses qu'on peut faire seul, individuellement, mais justement, il faut dépasser ça, parce que on peut pas être qu'une somme d'individus, c'est pas possible. Une société fonctionne pas comme ça. L'intérêt, c'était pas de reconstruire ce hameau, l'intérêt, c'était ce qui se vit par ce chantier de jeunes pour les jeunes. C'est ce que l'histoire du Viellodon nous apprend. Il y a toujours un trésor à trouver, même dans la plus folle des entreprises.